Bienvenue au balado l'Université Saint-Paul en conversation. Dans ce 5e et dernier épisode de la première saison intitulé « L'Université de demain, quel rôle à venir ?», Louis-Patrick Leroux, recteur de l'Université Saint-Paul, discute avec François Carrier, directeur général du journal Le Droit, tout en abordant les défis et les perspectives de l'université dans l'avenir. Bonjour et bienvenue à cette série de balados, l'Université Saint-Paul en conversation. Et c'est toute une série qu'on a aujourd'hui parce que dans cet épisode, eh bien, cette fois, la dernière de la première saison, on s'entretient avec le recteur de l'Université Saint-Paul, Louis-Patrick Leroux. Monsieur Bonjour, Leroux, oui. bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Dites-moi, nous sommes ici pour converser, discuter sur l'université. Hein, vous êtes maintenant à la tête de cette université depuis déjà quelques mois. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est de l'enseignement supérieur ici qu'on parle. Mais surtout, ce qu'on veut faire, c'est aussi réfléchir sur l'université, les sciences humaines aussi que vous offrez ici. Et peut-être définir un peu ce qu'est cet enseignement chez nous. Projetons-nous peut-être aux origines de votre institution. Je pense que c'est important de le faire parce que vous êtes une université qui est quand même différente du point de vue de votre ADN. Dites-moi, qu'est-ce qui définit votre université qui, au Canada, aussi dans la francophonie en Amérique du Nord, joue un rôle quand même assez particulier, une mission également qui se démarque des autres? Oui, donc, premièrement, merci de la conversation. C'est intéressant parce qu'on a fait toute une série de balados en personne, isolée, avec un gros micro feutré. On parlait à un individu, mais aujourd'hui, j'ai un public présent aussi. Donc, je me sens divisé. C'est une adresse multiple, une adresse donc à la communauté de l'Université Saint-Paul, mais une adresse aussi aux auditeurs éventuels, un peu n'importe où dans le monde, mais en particulier, en premier lieu, les abonnés du droit. Donc, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir m'adresser à vous tous. Donc, pour répondre à la question, et j'ai tenu à parler de l'adresse parce que tous les gens dans la salle sont au courant de l'historique. Mais là, je prends pour acquis que ceux qui écoutent ne le sont pas. Donc, l'université... Je vais me permettre de vous dire que c'est toujours bon de se rappeler justement nos origines, notre mission. Tout à fait. Souvent, ce qu'on voit, et là, je me permets de jouer ce rôle-là d'observateur, mais des universités ou des institutions qui perdent leur rôle et leur mission, c'est là où ça va parfois moins bien. Oui. Parlez-nous-en justement de vos origines. Mais parfait. Donc, les origines sont oblates. C'est-à-dire, ça a été fondé il y a 176 ans. Donc, à l'origine, c'est le Collège de Bytown. Ensuite, c'est devenu ce qui allait devenir l'Université d'Ottawa. Il y a eu scission en 1965, lorsque le gouvernement ontarien, essentiellement, a demandé à ce que l'université ait un pendant public. Et les Oblats ont voulu maintenir donc la mission initiale de l'Université Saint-Paul. Donc, ils ont créé l'Université Saint-Paul, ou plutôt, ils ont maintenu l'Université Saint-Paul en permettant à l'Université d'Ottawa de croître à son rythme et de son côté. Et ça, c'est intéressant parce que les gens ne savent pas forcément que l'Université d'Ottawa est née de notre côte. Et on demeure des institutions frères, institutions sœurs plutôt à jamais. Notre évolution a été plutôt orientée vers les questions de l'individu dans la société, les questions spirituelles, alors que l'Université d'Ottawa a pris peut-être le rôle d'université plus compréhensive, avec à peu près tous les sujets possibles. Ici, on est à la base bilingue, 50-50 à peu près, là, donc vraiment de manière symétrique bilingue. On est aussi une université catholique qui permet, qui s'ouvre toutes les fois
et à tous les gens qui ont envie d'une aventure à la fois intellectuelle, spirituelle et sociale. Parce que ça peut faire peur, justement, ce qui est, quand on parle d'une institution catholique ou autre, vraiment liée à une religion. Ici, comment ça s'exprime, tout ça? Je dirais que ça s'exprime assez simplement. Quand on dit université catholique, dans le contexte actuel, ça veut dire différentes choses selon l'interlocuteur. C'est-à-dire, si je dis ça au Québec, on est dans une période de résistance, finalement, à la religion organisée. Donc, il y a un étonnement dans le regard, souvent. Si je le dis dans la communauté ici, de la région d'Ottawa, Ottawa-Gatineau, les gens le savent. Les gens sont au courant de l'historique et du caractère humaniste à la base de ce qu'on propose. Quand je voyage aux États-Unis, au Canada anglais, ils n'ont aucun problème avec ça. Ils comprennent très bien qu'on peut être dans la tradition intellectuelle catholique, c'est-à-dire une tradition humaniste, une tradition qui repose sur une pensée philosophique, sur l'altruisme, sur un désir d'interpeller la population, de faire partie de la conversation plutôt que de s'isoler. Je pense que ça va bien. Puis j'ajouterais, on évite l'hyperspécialisation et une certaine professionnalisation aussi qu'on voit dans les universités peut-être plus techniques. Ben, parlons-en justement de ce mot universitaire, université, qu'on peut prendre sur plusieurs significations. On peut dire que c'est un ensemble du personnel enseignant, l'université, des ressources administratives, même du bâtiment, des lieux. Qu'est-ce qui pourrait changer dans l'avenir lorsqu'on parle d'université de demain? Parce que c'est vraiment ça notre but de notre conversation, réfléchir sur l'université de demain. Alors, est-ce que le mot va prendre une autre signification dans le futur? Avec vous comme recteur, d'ailleurs. Oui, ben, peut-être, mais OK. Pour parler de demain, il faut parler d'hier. Tout d'abord, le mot université a comme racine universitas, qui vient du latin médiéval, 12e siècle environ. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Une communauté, un ensemble de gens, une corporation essentiellement de gens qui réfléchissent, des intellectuels, des gens qui apprennent. Et donc, on avait des apprentissages, à l'époque médiévale, on apprenait surtout en mode d'apprentissage. Et il n'y a absolument rien de différent dans le contexte universitaire. Nous sommes des apprentis de la réflexion, des apprentis essentiellement de ces outils qui nous permettront d'agir avec grande agilité dans la société. Donc, en définissant l'université comme étant à la base d'une communauté, et vous voyez aujourd'hui, il y a une communauté, là. Les gens sont venus. Je trouve ça beau, là. Je trouve ça merveilleux. Les gens viennent, ils sont curieux, ils veulent contribuer, ils participent. Donc, l'université, c'est plus que l'édifice, c'est plus que la structure, c'est plus que son mandat, c'est plus que le recteur. Le recteur, c'est un symbole. Ben, c'est plus que ça, mais je veux dire, c'est ça. Je ne suis pas vraiment ici. Le recteur est porte-parole. L'université ne se réduit pas à des bâtiments, à des individus. C'est un esprit collectif. Et ça, je le sens ici. J'ai été dans d'autres universités avant. J'ai vécu beaucoup d'expériences. J'étais chargé de cours à l'Université d'Ottawa jadis. J'ai étudié là. J'ai étudié à la Sorbonne en France. J'ai étudié au HEC. J'ai étudié à Harvard. Donc ça, c'est des différentes expériences où la notion même de l'université est porteuse, mais a des définitions quand même assez particulières. Mais dans l'ensemble, et j'ai été 20 ans à Concordia, j'ai presque oublié. Et quand j'étais à Concordia, puis c'est peut-être, j'en viens à votre question, quand j'étais à l'Université Concordia, je voyais une certaine conception de l'université comme étant un lieu de formation technique, davantage une conception polytechnique de l'université, où on offre essentiellement des services de perfectionnement, il n'y a rien de mauvais là-dedans, mais je sentais que, en tant qu'humaniste, je sentais que les sciences humaines perdaient leur place. On ne posait plus les grandes questions existentielles. On formait de moins en moins de gens prêts à être agiles dans n'importe quelle position, dans n'importe quel poste.
Et pour conclure, l'université de demain, selon moi, c'est une université qui prépare les individus à une société mouvante. On n'a plus d'emploi pendant 30 ans. Non. C'est fini, ça. Je Ça, on trouve va le point changer. Non. intéressant. Je ne vais pas vous interrompre, mais vous m'avez dit à quelques reprises, comme humaniste, de former des êtres humains, que les sciences humaines étaient malmenées au cours du contexte qu'on a, cette situation, qu'elle soit au pays ou même dans le monde. Donnez-moi des exemples pour dire pourquoi les sciences humaines sont actuellement, à votre avis, selon votre théorie et vos affirmations, malmenées, et pourquoi? Ben, à plusieurs égards, la société dans laquelle on vit a pris un tournant très, très individualiste à la base. On pose la question, donc, à savoir en quoi ce diplôme-là va m'aider à trouver une job. C'est tout à fait valide comme question. En même temps, combien de gens sont réellement dans l'emploi pour lequel ils ont supposément étudié? Donc, au niveau technique, oui. En TI, sans doute. Dans les domaines très spécialisés, sûrement. Mais tous les postes de gestion, demandez aux gens qui sont dans des postes de gestion, mis à part les cours de perfectionnement qu'ils ont pu avoir en cours de route, quelle était leur formation de base. Bien, souvent, ils ont étudié en littérature, en sociologie, dans des sujets qui, à prime abord, effrayaient leurs parents par leur statut incertain dans la société. Écoutez, moi, j'ai étudié en littérature, j'ai étudié en théâtre, éventuellement, j'ai étudié en management, tout ça, mais à la base, ce qui m'a donné les outils pour être recteur aujourd'hui, à part les expériences de vie, c'est ma formation en théâtre. C'est pas compliqué. J'ai appris à gérer des situations de stress élevées. La semaine de technique, semaine de production en théâtre, c'est gérer les égos, c'est gérer les crises, c'est essayer d'être poli avec tout le monde, c'est parler aux gens, parler aux techniciens, parler aux artistes, faire en sorte qu'ils parlent des langues différentes, là, ils ont des besoins différents. C'est pareil, c'est pareil dans une université. On a des gens avec des égos très forts et des formations extrêmement ciblées et qui sont conscients de leurs valeurs. Puis on a aussi une technostructure massive. Là. Ici, c'est tout petit, mais je veux dire, au vu de la technostructure, il faut s'en occuper aussi. Il faut veiller à ce que les gens soient bien, puis qu'ils restent ici, puis qu'ils aient envie de rester ici. Est-ce que vous parvenez à faire comprendre à ceux qui prennent des décisions, parfois politiques et financières, l'importance d'avoir justement cette formation-là? Ben, c'est un dialogue. C'est-à-dire? Il faut être présent dans la société. Il faut être visible et vocal dans la société. Il faut que les gens entendent justement que it's not all about jobs. Oui, à la base, sans doute, mais on parle de l'humain. On parle d'une formation qui va préparer l'individu à être heureux dans la société, dans sa vie. Et je pense que les sciences humaines veillent à ça. Si on veut être un peu plus utilitariste, que donnent les sciences humaines, les sciences sociales? À la base, une compréhension de l'empathie. Qu'est-ce que l'empathie? C'est comprendre l'autre. Fondamentalement, comprendre ce que l'autre veut, ce que l'autre vit, et être en mesure de lire ces situations-là. Et si on a une formation hyper spécialisée, hyper orientée, on est très bon dans notre domaine, mais on n'a pas nécessairement les outils, ce que les Anglais appellent les soft skills. Je pense qu'on apporte beaucoup à ce niveau-là. On forme à l'adaptabilité, à l'agilité. J'ai formé, donc, dans mon autre vie, 48 gens qui ont obtenu leur maîtrise et leur doctorat et des postdocs. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ben, il y en a quelques-uns qui sont devenus profs, oui, mais la plupart travaillent dans la société. Là. Ils se servent de tous les outils. Ils se servent de leur capacité d'analyse, leur compréhension au niveau de la lecture de dossiers complexes, lire les gens, analyser le discours, comprendre la pression derrière les mots aussi. C'est pas juste ce que les gens disent, c'est l'intention derrière.
Donc, je trouve que les sciences humaines, dans ce contexte-là, sont complémentaires et non pas en compétition avec ce qu'on appelle STEM, là, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. On est complémentaires et on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Vous avez fait référence à votre passé, à votre formation. Je veux ramener peut-être les gens dans le passé, c'est-à-dire Cégep de Sherbrooke. On n'est pas du tout à Sherbrooke, né au Cégep. Mais 1997, élection fédérale cette année-là, et on nous présente un documentaire intitulé « Une fois, une fois, deux fois une élection, une élection. » Il était deux fois une élection. Il était deux fois une élection. Ouais. Et on vous voit dans le rôle, entre autres, d'un jeune homme qui défend le gouvernement néo-démocrate de Bob Rae à l'époque, en Ontario quand même. Hein, c'est pas arrivé souvent, un gouvernement du NPD ici dans la province. Ouais. Vous suiviez cette campagne avec un acolyte, Paul Demers, stratège progressiste conservateur. On sent que vous êtes déjà dans un réflexe et une réflexion à ce moment-là. Et nous, dans l'Atlas, parce que je vous ramène à 1997, notre groupe se dit, voilà un rêveur qui n'a pas nécessairement les bonnes priorités, justement. Est-ce qu'il pense à son avenir en termes d'emploi? D'autres, au contraire, croient, et j'étais là-dedans, que vous aviez une vision réaliste. Je dois vous avouer que j'étais derrière vous. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui, rêveur ou réaliste? Les deux. Les deux. Ça peut aller ensemble? Ben oui. Puis avec le temps. Je vous remets en contexte. Donc, vous l'avez vu en 1997, on l'a tourné en 1995, mai 95, avril ou mai 95. Et ce moment-là était quand même particulier. J'avais quel âge? J'avais 24 ans, 23, 24 ans. Je venais d'écrire des manifestes. J'étais vraiment de la génération X. Je me positionnais. On était dans la génération No Future. On se disait, bon, puis c'était vraiment le discours, là, comment allons-nous trouver notre place dans la société? Ça nous rappelle les Sex Pistols, oui. Oui, nous, on était après eux, là, mais ils nous inspiraient pas mal. Mais essentiellement, j'étais, et on était plusieurs dans cette réflexion-là, à savoir comment pouvons-nous trouver notre place dans la société. Puis, à ce moment-là, il n'y en avait pas de place. Et les plus jeunes parmi vous, vous dites, ah ben tiens, on est revenu à ça, on est revenu au cycle. Il y a très peu de place pour s'insérer et vraiment rayonner. Et j'avais l'impression que la seule façon de rayonner était essentiellement de créer des coups d'éclat. Et j'ai créé le Théâtre de la Catapulte à peu près à la même époque. Toujours à la Nouvelle Scène. Oui, co-créer la Nouvelle Scène. Ça, c'est il y a 32 ans quand même. Mais à l'origine, cette compagnie-là était là pour vouer une place à la relève, une place digne, une institutionnalisation de cette voie discordante. Et je pense que c'est absolument nécessaire. Et ça, c'est toujours en moi, là. Aujourd'hui, si je me retrouve recteur, c'est grâce à des expériences de vie. C'est grâce à une formation, c'est grâce à toutes sortes d'expériences très sérieuses, mais le côté rêveur, le côté révolté est toujours là. Je n'ai pas la tête rasée, je porte la cravate, je sais parler aux gens, mais le jeune fonceur est toujours là. J'ai toujours envie de voir comment on peut faire mieux, comment on peut développer, comment on peut innover. Donc, le jeune de 1995 existe toujours, il est toujours là. Bon, pour les besoins du film, il fallait prendre un bar. Donc, on m'a dit, es-tu NPD? Je dis, plus ou moins, là. Puis, bon, on a fait 5 semaines de tournage. On a fait le tour de l'Ontario. Ils ont 55 heures de tournée. Les 55 heures, ils ont fait un montage à 55 minutes. Donc, ce que vous avez vu au Cégep de Sherbrooke, c'est un condensé. C'était un best-of en enlevant toutes les pensées nuancées. C'était surtout les prises de position aussi. C'est normal, c'est un film. C'est comme ça qu'ils montrent les thèmes. Même si c'est un documentaire. C'est un documentaire qui était discursif, qui était orienté dans sa présentation.
Mais à la base, tout ça influence qui je suis aujourd'hui. Je suis recteur, mais je suis un recteur dans le développement. Je suis un recteur qui cherche toujours les meilleures solutions plutôt qu'un recteur qui est dans un mode d'intendance. Moi, je peux vous dire que si vous avez la chance de voir ce documentaire-là, quand même, je sais que vous avez changé aujourd'hui, mais ça vaut la peine. Ça donne une bonne idée aussi peut-être de vos origines. Et on parlait justement des origines. Lorsqu'on parle d'université, on fait souvent référence à une collectivité, vous l'avez dit tantôt, une communauté. D'ailleurs, on le sent ici. L'Université Saint-Paul dans le quartier, ça semble assez clair pour nous que vous avez une influence assez importante. Bon, il y a on l'a dit tantôt, hein, les enseignants, il y a les élèves, il y a les travailleurs de soutien, il y a des gens qui financent l'université, les membres du conseil d'administration aussi. Cependant, il y a des gens aussi qui jouent un rôle clé comme le recteur, hein, poste que vous occupez déjà depuis quelques mois. Moi, je vous pose la question personnellement, quelle marque souhaitez-vous amener à titre de recteur ici? Parce que vous avez réfléchi, j'imagine, avant de prendre ce poste. Oh, j'ai beaucoup réfléchi. Et vous avez eu le temps aussi. Oui. Dans le processus a été allongé par les circonstances, mais c'est gros, hein? Dans une vie, j'avais quand même la belle vie, là, professeur, qui avait des projets de recherche, je la coulais douce pendant très longtemps. Puis, dans le sens où je me gardais très actif, mais j'avais des beaux défis. Mais un jour, en 2017, lorsque j'ai obtenu ma permanence, lorsque je suis devenu plutôt professeur titulaire, j'ai été reçu à la Société royale, au Collège de la Société royale. J'ai pensé, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Et à ce moment-là, le doyen de la faculté Arts et Sciences à l'Université Concordia cherchait quelqu'un. Puis, j'étais dans son bureau. Je pense que je chialais. Là. Je disais, vous avez un discours interdisciplinaire, mais vous ne faites rien. Si vous cherchez quelqu'un pour organiser ça, là, ça me ferait plaisir. J'ai un peu de temps. Puis là, il me regarde, puis il a arrêté de m'écouter. Puis je voyais qu'il ne m'écoutait pas. Puis là, je me dis, bon, OK, il ne m'écoute pas. Puis là, il me regarde et il dit, ça ne te tenterait pas, toi, d'être vice-doyen? J'avais dans la vie. Non. J'ai pas d'expérience d'administration. Puis il connaissait mon CV, il savait très bien que j'en avais. Et je me suis rendu compte que, ben oui, le temps était venu. J'avais beaucoup contribué au niveau de la recherche, au niveau de la formation, mais le temps était venu de contribuer au service aussi. Et c'est une part de responsabilité des professeurs qu'on néglige parfois. Mais il y a un moment dans une carrière, dans une vie, où on se dit, OK, oui, c'est le temps. Je suis au service des autres. Et ça a été essentiellement une transition vers le poste ici, où je me suis rendu compte qu'il y avait la possibilité de venir dans ma ville, ma ville nourricière. J'ai passé quand même 10 ans ici. Je suis originaire de l'Est ontarien, Alexandria, Cornwall. Je rentrais chez moi, travailler dans un contexte bilingue, avec un focus sur les sciences humaines et les sciences sociales. Je ne pouvais pas dire non. Ça me semblait absolument idéal, une université qui me semblait vivante, accueillante, les gens semblaient solidaires, de bonne humeur. Puis j'étais dans un milieu très compétitif, un peu tendu à ce moment-là, puis je me suis dit, ben oui, c'est la prochaine étape. Donc, dans une vie, c'est moins une progression dans une carrière, je ne pense pas comme ça. Je vois ça comme des occasions d'aller plus loin dans mon évolution, dans ma contribution aussi à la société. Et c'était le moment, c'était ici. Vous avez parlé tantôt de vos influences que vous avez reçues grâce à vos expériences. Moi, je vous pose la question un peu plus spécifique. Dans l'enseignement, qui est-ce qui vous a influencé et quelles sont ces grandes influences-là? Peut-être pour vous connaître davantage, d'ailleurs. OK. C'était pas prévu, ça. Non. Moi, j'aime bien improviser de temps en temps. Ouais. Non, mais c'est bon. OK. Donc, la première... OK. Vous me voyez réfléchir. Là. Ça sent brûler. Les premières influences, je dirais, étaient lorsque j'étais au Juvénat du Sacré-Cœur, donc un pensionnat, les Frères du Sacré-Cœur.
le frère André, qui était une véritable force de la nature. Et ce que j'ai appris de lui, c'était quelqu'un qui savait médier des situations impossibles. Et j'admirais ça chez lui. Cette capacité de plonger dans l'abysse, dans la tourmente et trouver une solution. Et ça m'impressionnait vivement. Écoutez, j'avais entre 13 et 16 ans, là, mais c'est quelque chose qui m'impressionnait. Aussi, il y avait un vieux frère qui voyait que je faisais mes devoirs très vite, là, parce qu'on avait 3 heures d'études tous les soirs. C'était régimenté. Et je finissais très vite, puis là, j'allais lire n'importe quoi dans la bibliothèque, puis il a comme orienté ma lecture. Et il m'a dit, comment vous faites? Quand vous lisez, qu'est-ce que vous faites? Ben, je lis. Il dit, moi, ça peut vous aider. Je prends des notes, puis je laisse des petits papiers, puis ensuite, une fois que j'ai terminé de lire, je relis mes notes. Et je me dis, bon, est-ce que j'ai bien compris? Puis ensuite, je replonge à la lecture. Pour un petit gars de 13 à 15 ans, pour moi, à ce moment-là, c'était le début du plaisir du texte. Le début d'un désir de bien comprendre ce que je lis, ce que je vois. Et ça a une influence extrêmement importante. Parce que par la suite, j'ai étudié en littérature, en analyse du discours aussi, en sémiotique beaucoup. Et un autre prof qui m'a influencé, c'était Jean-Claude Larocque, dans mon patelin d'Alexandria, lorsque je suis sorti du collège, du pensionnat, pour ensuite réintégrer la vie civile. Et ça a été c'était extraordinaire. Je voyais quelqu'un dont la passion était l'Ontario français. Et je ne m'étais pas posé la question à savoir donc qu'est-ce que l'Ontario français, quelle est ma place ici, est-ce que je peux contribuer, est-ce qu'on est voué à disparaître, etc., etc. Donc ça, c'est une période où j'ai vraiment pris conscience de l'importance de construire quelque chose. C'est-à-dire, l'Ontario français n'existe que si on y contribue. On choisit d'être franco-ontarien. Alors que les gens de ma famille, généralement, ont choisi tout simplement l'anglais ou sont allés au Québec, puis on ne les a plus jamais revus. Donc là, je sentais que j'avais comme une responsabilité. Et là, je vous ramène à ce que je disais tout à l'heure. Je suis de retour. Et tout ça, ça fait partie d'une trajectoire de vie. Ouais. Qui peut d'ailleurs nous amener sur peut-être certaines orientations que vous allez peut-être prendre éventuellement. Moi, je vous pose la question, y a-t-il des projets ou des exemples que vous avez vus ailleurs et que peut-être que vous dites l'Université Saint-Paul pourrait accueillir aussi ce type d'initiative? Mm-hmm. Si j'ai des projets, demandez à mon équipe. Là, je passe mon temps à multiplier les projets. On veut juste les savoir. Ils sont quand même discrets, eux. Oui. Vous l'êtes un peu moins. OK. Je suis... Tout à fait. Je suis dans la prolifération de projets et d'idées. Donc, à la base, on s'entend. Ça ne veut pas dire que tous les projets sont importants au même niveau. Ce sont des propositions, ce sont des hypothèses que je mets de l'avant. Et selon la réaction, là, je vois quelles hypothèses sont porteuses. Dès le début, je voulais comprendre où j'étais. Donc, on a fait une vaste consultation. Bientôt, on va être prêt à lancer notre plan stratégique. Mais avant d'arriver là, peut-être quelques initiatives que j'ai voulu faire dès le début. J'ai beaucoup voyagé. J'ai des contacts un peu partout dans le monde. Aussi, faisons fructifier ces contacts-là. Donc, comment faire en sorte que quand je vais au Brésil pour une conférence, parce que je suis encore invité à donner des conférences, donc j'ai dit oui, je vais y aller, mais la condition, c'est que quand je suis là, vous allez me présenter 2-3 recteurs, puis on va voir s'il y a moyen de faire des ententes interuniversitaires. Donc là, mon chapeau de chercheur est enlevé et je remets mon chapeau de recteur et on explore. C'est comme ça, par exemple, que dans les premiers mois, je suis allé à Istanbul, commencer à discuter vraiment sérieusement avec l'université là-bas, un programme possible de collaboration à Istanbul. C'est comme ça qu'on a développé en partie le cours marchand sur la route de Compostelle.
Donc, les étudiants, et je les rejoins demain, je prends l'avion demain, les étudiants vont quitter Saint-Jean-Pied-Port en France, ils vont traverser les Pyrénées et comme à l'époque des Grecs, on réfléchit en parlant, on s'arrête de temps en temps, on a un conférencier qui vient, qui nous présente quelque chose, on se lève, on continue, à la fin de la journée, on fait un retour. Donc ce genre d'expérience-là, moi, m'anime, m'allume, parce que qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit au grand public? Nous sommes une université conséquente, cohérente. On est dans la réflexion, on est dans la spiritualité, on est dans l'engagement, on est dans le vivre en société, mais aussi on est dans l'exploration des possibles. Une salle de classe, ce n'est pas juste 12 semaines, 3 heures semaine cordées en randonnion, là. Une salle de classe peut être vivante, une salle de classe peut prendre toutes sortes de formes. Et c'est ce que j'ai apporté, je pense, en arrivant. Puis c'est long, évidemment, je ne dis pas qu'on va tout exploser les salles de classe, mais ce que je dis, c'est que explorons les possibles. Qu'on possède, c'est un exemple. Le cours à Istanbul, éventuellement, quand ça va se calmer politiquement, c'est une possibilité. Je trouvais que nos profs faisaient de la recherche brillante, mais assez peu diffusée. Et donc, on s'est parlé il y a 1 an environ. Et on s'est dit, bon, comment on peut travailler ensemble? On ne le savait pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on est allé luncher, on explorait. Puis là, finalement, on est sorti du lunch en se disant, OK, on fait des balados, on met en valeur le travail des professeurs, mais surtout des sujets qui sont en lien avec l'actualité. Et c'est ce qu'on a fait. Donc ça, c'est un autre exemple. Il y a certaines initiatives qui émergent dans la société et on est une université assez agile, assez adaptable, qu'on peut répondre, par exemple, à ces préoccupations de radicalisation, comprendre la radicalisation, comprendre les phénomènes de violence extrême aussi. Nous avons études de conflit, nous avons counseling et spiritualité, nous avons théologie, donc on a tous les ingrédients nécessaires pour plonger dans ce domaine-là, par exemple. Donc, je dirais, ce que j'apporte, c'est un regard nouveau sur une institution qui a des assises solides, qui a des professeurs solides, qui a une technostructure solide. Donc, moi, j'essaie de voir donc, comment pouvons-nous faire fructifier ce qui est déjà là. C'est vrai que ça peut nous donner des images à la Périclès ou à la Socrate, tout près d'Athènes. Mais effectivement, on comprend bien tout ça et la réflexion est un élément important. D'ailleurs, effectivement, il y a eu dans cette série de balados des sujets qui étaient parfois surprenants. Entre autres, soit celle du « Pourquoi fait-on tant de tort à l'autre? » C'était vraiment, quand même pour nous qui sommes habitués d'avoir ce type de sujet et de parler de tout, une réflexion qui portait sur le viol comme stratégie guerrière et ses impacts sur les communautés. J'ai besoin que vous m'expliquiez pourquoi vous avez voulu aborder ce type de sujet. On a fait un appel à tous, et les professeurs ont répondu à l'appel. Une des propositions nous est venue de Bouma Aïcha, professeur d'origine congolaise, dont les recherches portent précisément sur le trauma de guerre et en particulier ces viols comme outil de guerre. Et évidemment, comme tout le monde sans doute, j'ai eu comme réaction « Oh, est-ce qu'on touche à ça? » Mais je me suis dit, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que d'avoir le courage aussi d'explorer honnêtement, avec sérieux, avec méthode et grande délicatesse, les sujets difficiles. Et en parlant avec notre collègue Bouma, j'ai bien compris que c'était la personne qui venait nous en parler. Et donc, vous vous souvenez peut-être, on avait établi à peu près un programme. Et quand je vous ai proposé cette idée de balado, votre réaction a été « Oh, 1, 2, 3, ah ben oui. » C'est à peu près la même réaction que moi. C'est inévitable.
Et cette notion de trauma individuel, familial, générationnel, il n'est pas propre aux enfants de la guerre, non. Il est aussi propre, dans plusieurs cas, avec les communautés autochtones. Il est aussi présent dans notre société. Donc, nous avons beaucoup d'étudiants qui nous viennent de pays qui ont été en guerre. Nous avons des collègues, des professeurs, des employés. Et donc, faire comme si ce n'était pas un phénomène réel, ça me semble assez malhonnête. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, ayons le courage d'aller là. Moi, je vais peut-être vous demander d'avoir le courage de revenir sur le plan de match qu'on avait, parce que je vous ai vu passer vos feuilles et je ne vais pas nécessairement par ordre. Hein, ah oui, je vois lorsque ça, je là, vais- oui, oui. Et effectivement, C'est pas grave. j'aimerais voir avec vous, parce que vous êtes quand même un recteur presque tout neuf, peut-être de voir où est-ce que vous allez, dans quelle direction voulez-vous amener cette université? Mhm. Donc, vous me demandez ça avant le lancement officiel de notre planification stratégique. Ben, j'essaie, hein? Avant sa On demeure validation. avec un rôle de journalisme et ben, j'imagine, de toute façon, je suis assez compréhensif et Oui. je vais vous pardonner. Peut-être avoir juste peut-être une idée. Oui. Juste une. Peut-être deux ou trois. OK. Je vous laisse choisir. OK. À la base, suite à cette consultation où on a rencontré 110 personnes de la communauté, où on a reçu aussi des messages, des témoignages, où on a eu énormément de conversations, ce que j'ai surtout reçu, c'est un désir à la fois de maintenir ce qui nous distingue et d'innover. Donc, comment pouvons-nous nous réinventer en demeurant pareil? Paradoxe. Donc, ce que je vois, et là où on peut essentiellement peut-être mettre un certain emphase, c'est une université ouverte, une université engagée socialement, une université qui explore les possibles, une université, j'ai dit le mot plusieurs fois, agile. Je le dis, parfois c'est comme, on me dira, non, c'est pas vrai parce qu'on a tel mécanisme, on a tel processus. Peut-être, mais on se parle. On se parle relativement facilement. Vous voyez, la communauté est là. Et ils peuvent venir me voir, c'est pas compliqué. On est une petite université avec tout ce que ça a de magnifique, tout ce que ça a de communautaire, tout ce que ça a de collaboratif. Évidemment, il faut solliciter la collaboration. Et peut-être un aspect que sur lequel j'aimerais beaucoup miser, c'est comment viser l'excellence aussi au niveau de la recherche. Comment s'assurer d'une visibilité. Cette visibilité, on l'a dans les publications sérieuses, oui, mais comment est-ce qu'on peut aussi exister sur la place publique? La visibilité, essentiellement, tient à une vie universitaire active, soutenue, des interactions, à une présence, par exemple, avec le droit, à une présence au Salon du Livre, peut-être, à une présence avec des publications possibles, à une présence aussi sur toutes les plateformes. C'est du travail être sur les plateformes. C'est beaucoup de travail. Ça nous enlève de l'énergie, ça nous enlève du temps parfois à nos travaux, à nos occupations, mais ça vaut absolument la peine. Je vois qu'on est une université à très haut potentiel de développement. On est véritablement un incubateur idéal pour développer des nouvelles pistes que j'annoncerai en temps et lieu. Certains sujets qui nous préoccupent, on est vraiment dans une logique plus qu'une logique. Nous vivons la décolonisation. C'est un thème qui a été beaucoup à la mode dans les différentes universités, mais on ne savait pas toujours de quoi il s'agissait. Bien, ici, on le sait de très près. Donc, on a un centre autochtone qui est fort, qui a un potentiel incroyable. Et c'est un centre autochtone qui, il me semble, devrait être un lieu de ralliement et de convergence pour tous les peuples. Nous avons énormément de populations qui nous provient de l'extérieur. Ils comprennent les enjeux qui sont discutés
au centre autochtone. Donc, la décolonisation est, il me semble, assez largement appliquée. Donc, ça nous permet, puis avec notre passé religieux, notre passé au blanc aussi, on est obligé de se poser des questions. Donc comment pouvons-nous guérir ensemble? Comment pouvons-nous travailler, progresser ensemble, marcher côte à côte? Donc, on est peut-être moins dans une notion de réparation et davantage dans une notion d'accompagnement mutuel, d'apprentissage et de compréhension mutuelle. J'aimerais qu'on repense aussi la mobilité. C'est-à-dire, vous avez peut-être remarqué, le gouvernement fédéral, au cours de la dernière année et demie, a commencé à vaciller du côté des visas d'étudiants internationaux. Il y a tout un discours qui s'est créé sous Trudeau, surtout au début, en réaction à Trump premier. Nous sommes un pays ouvert. Venez chez nous. Our doors are wide open, disait le premier ministre à l'époque, qui était une boutade, pas une boutade, mais une réaction au programme de Trump premier. Et on a suivi cette foulée-là. On a augmenté massivement le nombre d'inscriptions. Et là, je parle de toutes les universités. Nous, ici, c'est 27 de nos étudiants qui proviennent de l'international. Donc, c'est très important. C'est important pour nous, comme toutes les universités financièrement, mais c'est important aussi au niveau de la qualité de ce qu'apportent les gens. Ils apportent des vécus, ils apportent des perspectives, ils apportent un peu de leur pays, de leur culture ici, et surtout, ils vont rayonner aussi. Je voyage beaucoup et je vois des gradués de l'Université Saint-Paul partout, puis ils sont discrets, mais ils viennent me voir. Et c'est assez fascinant. Et donc, si on pense à une mobilité qui a soudainement été réduite sous le ministre Miller, où on a réduit drastiquement le nombre de visas, donc comment pouvons-nous imaginer les ententes à l'international? Vous l'avez entendu tout à l'heure, je suis porté sur l'international, je suis vraiment branché là, dans toutes sortes de pays. Et là, j'ai commencé à penser, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne peut plus avoir de mobilité, si on est réduit, qu'est-ce qu'on fait? Ces gens ne peuvent pas venir à l'Université Saint-Paul. Dans certains cas. Dans certains cas. Il y a une réduction. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être moins d'applications, mais celles qui viennent sont de qualité, sont des gens qui veulent vraiment venir. Puis nous, on les veut aussi. Donc, il y a ça. Mais autrement, il faut commencer à repenser nos rapports avec les institutions à l'étranger. Donc, par exemple, l'entente qu'on a signée avec l'Université Campinas, l'Université pontificale de Campinas au Brésil, repose sur un développement mutuel de programmes, de cours, de cursus. Donc, de sorte qu'on va avoir un cours expérimental, c'est 2 cours expérimentaux au cours de la prochaine année, où des professeurs du Brésil et des professeurs de l'Université Saint-Paul travaillent ensemble et développent un cours où les étudiants pourront être en études de cas, par exemple, pendant 2-3 semaines en ligne. Et par la suite, on pourra faire des déplacements. Donc, plutôt que de signer un document qui va permettre hypothétiquement à 1 ou 2 étudiants de se déplacer, on cherche à créer des relations durables. Et je dirais que la crise des visas nous a forcés à réfléchir à notre rayonnement véritable. C'est un modèle qu'on va surveiller. On va y aller maintenant en rafale. Ça fait déjà une 40aine de minutes. Il me restait 11 points. On va aller un peu plus vite que ça et je vous demanderai d'être quand même concis. La principale qualité que devrait avoir une université? Ouverte et accueillante. Est-ce que je peux en faire 2? OK. Ouverte et accueillante. Pour les enseignants universitaires, principale qualité? Curiosité. Le programme de formation que vous souhaiteriez offrir et que vous n'avez pas encore ici? L'art socialement engagé. Intéressant. On voit votre parcours ici. Oui. Quand on parle de l'Université Saint-Paul, vous aimeriez qu'on dise quel mot? Un mot. Un mot. Dynamique. Finalement, quelques mots pour la fin. Décrivez-moi, dans une vision idéale, à quoi ressemblera l'Université Saint-Paul en 2029? En 2029? Wow, OK. 30 secondes. Dynamique, ouverte, foisonnante,
attrayante, inévitable. Réflexion sur l'avenir des universités. Nous espérons que vous avez apprécié cette conversation et on espère avoir une autre saison de balado. Louis-Patrick Leroux, vous êtes recteur de l'Université Saint-Paul et vous êtes prêté au jeu. Merci beaucoup. Je sais que c'est pas facile. Merci. Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Cet épisode conclut la première saison du balado L'Université Saint-Paul en conversation. Nous espérons que cette discussion vous a inspiré et donné des pistes de réflexion sur le rôle crucial des institutions d'enseignement supérieur dans les années à venir. À notre micro, Louis-Patrick Leroux. À l'animation, François Carrier. À la réalisation, Mario Boulian. Cette diffusion est une production des Balados Le Droit en collaboration avec l'Université Saint-Paul.